Donc on va faire une première partie en fait, alors qu'on a nommé de la numérisation 3D à la diffusion. C'est une idée aussi qui a mûri avec une discussion avec Céline Père du musée Fabre de Montpellier quand on avait cette idée de parler de la 3D et finalement qu'est-ce qui allait vous intéresser. J'espère que ça va vous intéresser. Donc l'idée c'est de partir de se dire quand on doit numériser un objet, d'abord quel est le besoin, parce que est-ce qu'on doit ou pas, quel est le besoin. Quand on doit le numériser, il y a différentes techniques, c'est assez complexe. Et en particulier quand on doit monter un cahier des charges, on ne sait pas forcément quelle technique utiliser. Donc on a Benjamin Moreno qui a numérisé nombreux objets à Toulouse, on va dire de façon générale, et ailleurs, mais il nous en parlera, qui va répondre un peu à cet aspect technique parce que c'est le mieux placé. Et puis après, quand on a numérisé ces objets, qu'est-ce qu'on en fait ? Aussi bien en termes, quand on veut faire de l'impression 3D et qu'on veut donc présenter un objet physique. Donc on va avoir le témoignage de Céline Père du musée Fabre qui va nous présenter la galerie tactile et de comment est né ce projet, comment ils ont fait pour le réaliser, quels sont leurs retours visiteurs et ça va être un peu les mêmes questions pour tout le monde et qu'est-ce qu'ils ajustent et quels écueils ils ont eus et quels conseils ils donnent, enfin voilà. Lourde charge. Et après, quand on a un objet numérisé, donc qu'est-ce qu'on fait de ces fichiers ? Donc on a Christelle Molinier du musée Saint-Raymond, qui est aussi wikipédienne, donc qui est aussi bien placée pour nous parler de ces datas, quels usages, sur quelle plateforme, comment les partager le plus largement possible. Qui feront aussi allusion. C'est nous aussi au muséum, on a des problématiques comme ça qu'on mène jusqu'au bout aussi. Et après, on vous invitera à une discussion suite à ces 3 interventions qui font un tout. Ensuite, deuxième partie, ça va faire des petits modules où on va parler de réalité virtuelle, entre autres avec Bastien Portelli qui est du musée Granet. De Aix en Provence, qui est venu jusque là-bas pour nous voir, qui va nous présenter le projet qu'ils ont mis en place. Alors exactement, à chaque fois on est sur des questions très opérationnelles en fait, le besoin, comment ça s'est fait, comment ça s'est financé, et en tout dernier, moi j'avais à cœur, étant chargée du numérique, de ne pas associer le numérique toujours à de l'écran. Voilà, donc j'avais envie qu'on aborde ce sujet-là. Donc on l'a pris via le son 3D, puisqu'on a Jackie Mérite, plasticien sonore, qui va nous présenter ce qu'il a déjà fait autour de tableaux, et puis nous ouvrir la porte aussi à la réflexion sur l'usage du son binaural. Vous comprendrez ce que c'est pour ceux qui ne savent peut-être pas encore ce que c'est. Voilà. Donc j'espère que ce programme vous plaît. Voilà, on a 1h03, et je vais commencer par donner la parole à Benjamin. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au CLIC France et à l'ensemble des musées toulousains pour l'organisation de cet événement. Je suis très heureux d'y participer et je vous remercie pour l'invitation. Donc Ima Solutions, c'est une société qui est spécialisée depuis 10 ans maintenant dans la numérisation 3D du patrimoine culturel et scientifique, notamment en faisant appel à un ensemble de technologies issues du monde des sciences et de l'industrie, notamment industrie aéronautique, industrie médicale, avec l'utilisation, par exemple, de tomographes rayons X, scanners médicaux, microtomographes, voire, dans des cas extrêmes, imagerie satellite, par exemple. Donc on travaille avec plusieurs musées à travers le monde, notamment des musées français et étrangers. Sur les études de cas que j'ai choisies aujourd'hui, j'ai pris... je suis protégé. J'ai pris principalement des cas d'études, les études de cas des musées, on va dire, d'Occitanie, musée toulousain et musée de la région. Alors, du coup, ça ne marche plus. Voilà. Donc, l'objet de la présentation, c'est
comment on passe de la numérisation 3D à la diffusion de l'objet. Donc, premièrement, on va tout d'abord faire un petit tour d'horizon des technologies de numérisation 3D existantes aujourd'hui sur le marché. Je les ai divisées en grandes catégories. On va d'abord avoir ce qu'on appelle les scanners 3D, courte distance, longue distance, basés sur de la technologie laser, des systèmes optiques, lumière structurée, etc. Donc là, on peut scanner des objets, on va récupérer la surface extérieure de l'objet. Alors, soit d'objets qui peuvent faire quelques millimètres, jusqu'à des sites archéologiques complets. Ensuite, on va avoir des techniques de photogrammétrie. Alors, elles peuvent être terrestres ou aériennes, par l'utilisation de drones, d'avions, voire d'imagerie satellite. Ensuite, on va rentrer sur des systèmes d'acquisition de données, on va dire qui sont plutôt issus du monde de l'industrie et du secteur médical. Je pense notamment aux tomographes rayons X, microtomographes. Donc ça, c'est les scanners médicaux. Par exemple, quand vous faites un examen médical, quand on vous demande un examen scanner, c'est ce que vous faites quand vous rentrez dans le tube. En fait, vous avez une source de rayons X qui va permettre d'aller voir à l'intérieur de vos tissus et rendre donc transparent l'objet. Donc là, on va numériser l'objet dans son volume complet. On va pouvoir utiliser de la microscopie optique ou électronique, du lidar, et pour l'archéologie sous-marine, il y a deux systèmes qui fonctionnent bien. Bon, bien sûr, les technologies basées sur du sonar, mais aussi la photogrammétrie. On commence à avoir des projets de numérisation 3D d'épaves sous-marines grâce à des prises de vue et à la photogrammétrie. Donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec une grande panoplie de systèmes qui sont à disposition de la numérisation 3D du patrimoine culturel. Le choix de la technologie 3D, on va dire, de notre point de vue à nous, qui va dépendre bien évidemment du besoin exprimé par le musée ou par le laboratoire de recherche. C'est ce qu'on va vouloir obtenir à l'arrivée, quelle information on veut obtenir à l'arrivée, et bien évidemment des caractéristiques physico-chimiques de l'objet qu'on va numériser. Sa taille, ses dimensions, le matériau qui le compose ou les matériaux qui le composent, son accessibilité, sa transportabilité et sa fragilité. Typiquement, si on veut réaliser un scanner médical d'un objet, il va falloir que l'objet ait la taille à peu près d'un corps humain maximum. Si on a un objet qui fait 15 mètres de long sur 20 mètres de large, on ne pourra pas réaliser une tomographie rayon X de cet objet. Donc, l'idée, c'est de toujours utiliser des technologies de numérisation 3D qui sont bien sûr sans contact, non destructrices pour l'œuvre. On travaille dans le domaine du patrimoine et des musées, donc on essaye d'éviter de toucher aux œuvres. Il faut assurer une validité scientifique de ces données 3D, et donc il faut toujours travailler avec des systèmes d'acquisition de données qui sont certifiés, donc qui répondent à des normes et à des régulations spécifiques. L'ensemble de ces paramètres, ça permet bien sûr de pérenniser les données 3D dans le temps, et de s'assurer que, par exemple, 10 ans après, si je veux recalculer des dimensions, par exemple, ou un volume d'un objet, ben, ça va fonctionner, quoi. Je sais que j'ai des données qui sont qualitatives. Pour les technologies de diffusion de l'objet, alors moi j'aime bien les diviser en 3 grands groupes. On va avoir les techniques de diffusion numérique, donc tout ce qui va être web, réalité augmentée, réalité virtuelle, sur site ou à distance, c'est-à-dire qu'on peut proposer la diffusion dans le navigateur internet du client ou au sein du musée. On va avoir la diffusion physique, donc ça c'est tout ce qui est technologie de fabrication additive et impression 3D. On peut aussi intégrer l'usinage 3D, comme on le verra un peu plus tard. Et après, les technologies de diffusion hybride, où on va mixer en fait la création par exemple d'un facsimilé physique par impression 3D avec des technologies numériques, notamment de la vidéoprojection, du vidéomapping, voire des systèmes holographiques. Dans tous les cas, il faut toujours garder à l'esprit que la technologie de diffusion, elle doit être toujours intuitive. Il ne faut pas frustrer le visiteur, ça c'est impératif. Elle doit bien sûr s'intégrer parfaitement dans la scénographie et la muséographie du musée. Et bien évidemment, il faut qu'elle soit le vecteur d'une transmission de connaissances et de médiation. Donc les études de cas, on va commencer avec le musée Saint-Raymond de Toulouse, et notamment la microtomographie rayon X du manche au centaure. Donc petit manche d'une cuillère en ivoire de l'époque romaine qui est conservé au musée Saint-Raymond. Si vous allez au musée Saint-Raymond tout à l'heure, vous pourrez l'admirer. Le postulat de départ, c'était de réaliser une acquisition de données qui permettent d'aller voir à l'intérieur de l'objet, notamment les fissures qui étaient présentes au sein de l'ivoire.
pour en évaluer la dangerosité pour l'œuvre. Et dans un second temps, le musée a dit on peut se servir de ces données pour créer un facsimilé à échelle agrandie, c'est un objet qui est tout petit, pour justement que les visiteurs puissent mieux appréhender l'œuvre et mieux l'explorer. Donc on a réalisé, par impression 3D, différents essais en différents matériaux qui nous ont permis de choisir le matériau le plus adéquat pour une présentation au sein de l'espace muséal. Deuxième exemple, la vitrine des monnaies, la vitrine de numismatique du musée Saint-Rémy. Là aussi, sur le papier, en général, en tant que visiteur, les collections de numismatique, c'est pas forcément le plus sexy. Et donc là, l'idée, c'était de mettre en relation les monnaies impériales avec les bustes impériaux qui sont présents au sein du musée. Donc de mettre en place une relation entre les bustes impériaux et les monnaies. Et donc de créer en fait une nouvelle présentation globale, c'est-à-dire refaire le mobilier, notamment la vitrine en elle-même. Donc ça a été un consortium de 3 sociétés, donc Émilie Cazin Design pour la partie design mobilier, IMA Solutions pour la numérisation 3D et Tataragne Interactive pour l'application multimédia. Donc ça aussi, vous pourrez l'essayer au musée tout à l'heure si vous y allez. Et donc ça permet d'explorer comme ça de manière assez interactive et ludique les collections de monnaie. Au Muséum de Toulouse, on a un exemple qu'on pourrait appeler technique de diffusion hybride, justement, où on a numérisé en 3D l'ensemble du squelette du lion des cavernes. On a réalisé la reconstitution virtuelle 3D de ce lion pour l'animer, et donc avec l'association Latram, qui s'est occupée du dispositif en lui-même holographique, on a créé l'application, effectivement, Le Vaisseau, qui a reçu le prix Patrimoine et Innovation en 2016. Et donc il permet de se rendre compte de ce à quoi ressemblait un lion des cavernes il y a 35 000 ans. Autre exemple, là aussi, technologie de diffusion physique, la sépulture de Théviec, où on avait un aspect de conservation et un aspect de médiation. Conservation, parce que les données tomographie rayon X ont permis d'établir un rapport d'étude de conservation de l'œuvre, pour améliorer la restauration de l'œuvre. Et en fait, toutes ces données, après, ont servi aussi à réaliser une impression 3D à l'échelle 1 d'un facsimilé qui permettait au musée de diffuser en même temps 2 expositions, une à Toulouse, par exemple, et une à Paris ou une à Rennes, ou en tout cas de déployer sur plusieurs sites l'exposition. Le musée Saint-Rémy, avec la notion d'accessibilité à l'œuvre, là, on a numérisé un bas-relief d'Hercule, Hercule tuant Gérion, donc c'est celui qui est complètement à gauche sur la photo. On en a fait une numérisation 3D, on a réduit l'échelle, réalisé une impression 3D pour installer cette impression 3D pour une accessibilité pour les non-voyants, pour que les non-voyants puissent toucher l'objet. Alors là, on s'est retrouvé avec une problématique, c'est que tout a bien fonctionné, sauf que le matériau d'impression 3D, qui était du polyamide 12, un nylon, au toucher est très désagréable. C'est-à-dire que pour les non-voyants, c'était vraiment désagréable de toucher ce matériau-là. Et donc, il a été décidé que la ville de Toulouse, enfin l'atelier des moulages de la ville de Toulouse, allait réaliser un moulage de l'impression 3D, donc à échelle réduite, et de faire un facsimilé en résine chargée pierre, qui imite, elle, pour le coup, parfaitement la froideur de la pierre et notamment le côté lisse du marbre. Autre exemple d'accessibilité d'une œuvre pour le grand public, la numérisation 3D du mammouth gravé de la grotte de Front de Dôme, grotte interdite au public, donc personne ne peut voir ce mammouth en situation réelle. Et donc là, on est allé numériser le mammouth en question, gravé, pour réaliser après un usinage à l'échelle 1 de ce mammouth qui est présenté aujourd'hui au parc de la préhistoire à Tarascon. Autre exemple de conservation, grotte du Mas d'Asile. Donc là, c'était pour un chantier, pour installer en fait la partie accueil du public, le bâtiment d'accueil du public. Et donc, on réalise une numérisation 3D de l'ensemble de la cavité. On a ensuite pu faire une impression 3D de l'ensemble de la grotte, en fait, donc une maquette imprimée en 3D, qui permet au public de mieux se représenter justement la complexité des cavités et de la grotte. Au musée d'Arles, alors c'est pas l'Occitanie, ils sont pas loin, ils sont à quelques kilomètres du panneau Occitanie, mais c'est pas l'Occitanie.
Là, on a réalisé en fait l'acquisition numérique d'un site archéologique complet, le site de la Verrerie, qui a aujourd'hui été complètement rebouché, donc il n'est plus visible. Donc là, quand on réalise un relevé numérique 3D haute précision, ça sert non seulement de conservation numérique du site, mais derrière, on peut imaginer faire une visite virtuelle ou créer une application interactive au sein du musée qui permette aux visiteurs de visiter ce site tel qu'il était lors du chantier de fouille. Voilà. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Le fameux buste, alors j'ai mis supposé de César, parce qu'on ne sait pas trop si c'est bien César ou pas. Là aussi, une notion de médiation et d'accessibilité. La problématique du musée, c'était que ce buste il était très demandé par les musées à l'étranger, et qu'il y avait des visiteurs qui allaient au musée départemental d'Arles, qui arrivaient au musée, et là, il y avait une petite pancarte en leur expliquant que le buste n'était pas là pendant 3 semaines. Alors, l'idée, ça a été là aussi de se servir de la numérisation 3D qui avait été effectuée pour réaliser un usinage 3D par robot, alors, on va dire à l'identique dans du marbre, d'un facsimilé du buste. Et maintenant, c'est ce facsimilé qui voyage à l'étranger, et l'original reste à Arles. À Rodez, numérisation 3D des statues menhirs, là aussi avec une notion au départ, une volonté scientifique, c'est-à-dire d'étudier les gravures et les microgravures présentes sur les statues menhirs, et ensuite, dans un second temps, de faire bénéficier au grand public des découvertes scientifiques qui ont été faites, et notamment l'interprétation et on va dire la meilleure visualisation des gravures qui sont présentes sur ces sculptures. Muséum de Toulouse, médiation pure. Numérisation 3D de fossiles de macrophones pour permettre aux gens de toucher à l'échelle 1 ce type de fossiles sans risque. Et notamment, on peut imaginer imprimer à autant d'exemplaires qu'on le souhaite pour une diffusion, on va dire, massive de l'objet dans différents sites en France et à travers le monde. Je vous remercie pour votre attention. On va juste faire une petite démonstration. J'ai le temps, je ne suis pas chronométré. Ouais. Une petite démonstration en fait, d'un moteur de visualisation 3D temps réel qu'on a développé en partenariat avec une société suédoise qui permet notamment de visualiser l'ensemble des données numériques qu'on peut générer soit par des systèmes de numérisation de surface 3D, soit par des systèmes de tomographie rayon X. Et en fait, cette application-là, elle est à destination des musées, du grand public. C'est permettre au grand public de visualiser des données scientifiques par eux-mêmes et d'explorer des objets de collection ou des objets de collection de musées d'histoire naturelle par eux-mêmes. Donc, au départ de l'application, on a un système qui nous permet de sélectionner en fait, l'objet qu'on veut visualiser dans une base de données. Donc typiquement, on va choisir au départ, par exemple, on va prendre un requin. Donc ça, c'est des données. En fait, là, je suis en train de visualiser en temps réel sur mon portable des données d'un requin qui ont été acquises à Miami, à l'aquarium de Miami, où en fait, on peut explorer les données en temps réel avec des points d'intérêt, des informations qui sont données au public. On va pouvoir comme ça explorer couche par couche en fait, l'anatomie d'animaux marins en l'occurrence ici, découper pour aller voir l'anatomie interne d'un requin, marteau, avec différents filtres de visualisation qui permettent d'explorer en temps réel ce type de données. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner aux visiteurs un autre regard sur les collections d'un musée, pas juste s'arrêter à l'enveloppe extérieure d'une œuvre, mais pouvoir, ou d'un animal marin, mais pouvoir aller explorer l'intérieur de cette œuvre. Donc un exemple assez intéressant, c'est qu'on peut par exemple mettre à disposition du grand public de l'anatomie des insectes, par exemple. Donc là, on a une fourmi, donc il faut vous imaginer que c'est une fourmi qui fait quelques millimètres, bien sûr, de taille, en taille. On va être en mesure de voir l'ensemble de l'anatomie chez cette fourmi, notamment avec l'ensemble des fibres musculaires ou l'ensemble des tissus nerveux. Voilà, donc là, on peut voir la taille d'un cerveau de fourmi, qui effectivement c'est tout petit.
Mais ça, c'est des jeux de données qui permettent aux visiteurs d'explorer par eux-mêmes ce type d'œuvres ou d'animaux. On peut imaginer passer alors soit des animaux, soit de la géologie, soit même des objets créés par l'homme. Donc on parlait de réalité virtuelle. Alors c'est un peu une mise en abîme, mais on va explorer en 3D le casque de réalité virtuelle HTC Vive. Alors, il ne faut pas citer de marque, ça peut être l'Oculus. Mais en tout cas, voilà, on peut aller explorer comme ça des objets technologiques de manière assez ludique et bien sûr interactive. Voilà, je vous remercie.